Et on est reparti pour une vidéo de l'œil du coach. Aujourd'hui, vous le voyez en dessous de moi, c'est la tactique au service de la stratégie. Cette vidéo, elle est évidemment en lien avec la dernière. Je vous la mettrai en description. C'était au sujet de l'initiative. Là, on va voir la relation intime entre tactique et stratégie et vous en aurez tout le temps besoin aux échecs, c'est-à-dire d'avoir cette réflexion double sens, comme je l'indique. Il va falloir faire des coups de construction menaçants. Vous savez aussi que j'emploie souvent le terme de coup piquant et là, les deux notions se rejoignent. Et enfin, quand vous avez utilisé les bons plans, mis à mal l'adversaire, à un moment, il craque et il faut le finir tactiquement. Donc, c'est important d'avoir les deux sphères du cerveau qui marchent ensemble, c'est-à-dire le jeu de construction, ce qu'on appelle la stratégie, et les coups directs, la tactique. Et cet exemple est censé illustrer cette notion. Ça me semble très important. Alors, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne YouTube. Vous savez aussi que je mets en place des directs Twitch. En tout cas, je l'espère que vous le savez. Et n'hésitez pas à commenter pour me dire tout ce que vous avez envie que je traite comme sujet. Et si vous avez apprécié la vidéo, évidemment, mettez-moi un petit pouce bleu. Dans cette position, c'est très au noir. Je vais vous laisser l'instant du générique pour trouver le bon coup avec les noirs. Pensez aussi au thème, ça peut vous aider. Allez, à tout de suite. Et on est de retour pour expliciter cette position. Et dans cette position, qu'est-ce que vous avez joué? Je ne sais pas, mais j'espère que vous avez trouvé. C'est toujours un exemple maître contre amateur. Pour le coup, j'avais les noirs. Je me suis resservi d'une partie que j'avais fait en 2017 contre un joueur amateur. Et dans cette situation, ce que je voulais que vous trouviez, c'est ce simple cavalier F6 avec la petite pression sur le pion E4. Pourquoi c'est un coup particulièrement excellent? Déjà, je travaille sur le centre adverse qui est quand même assez joli. Il contrôle pas mal de cases, ce centre blanc. Donc, je commence à le taper. Et en plus, au-delà de mettre pression sur le pion E4, je menace une petite fourchette. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, c'est une fourchette dame fou et toi, t'as un cavalier. Oui, mais je vous ai déjà dit que je préfère les fous aux cavaliers. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je vous mettrai les liens en description. N'hésitez pas à aller les voir, ces vidéos sur l'échange fou-cavalier spécifique. Et là, je vais me servir d'ailleurs de cette idée en fil rouge tout au long de cet exemple. C'est un exemple que j'aime traiter puisqu'il est récurrent dans vos parties. Cet échange qui est égal sans l'être tout à fait. Dès qu'on progresse, les joueurs confirmés arrivent à profiter du fou gagné. Donc là, mon adversaire, il aurait peut-être pu jouer dame C2 s'il avait voulu éviter la fourchette. En même temps, après dame C6, je grandissais la pression sur le centre et ça allait peut-être conduire à cavalier D2 aussi. Je peux le jouer. Dame C2, dame C6. Et si cavalier D2, de toute façon, il y a encore cavalier G4 et je lui pique encore sa paire de fous. Donc, je pense que c'est assez naturel qu'il se soit... qu'il ait joué le coup cavalier D2 directement. La E5, je ne crois pas, pour ceux qui y pensent, que ce soit un bon coup. Il y a des prises E5 et suivi de cavalier G4 à nouveau. Et le pion E5 risque d'être très faible. Donc, ça ne me va pas. Ça ne me va pas. On se retrouve donc après cavalier F6 à subir un petit peu avec les blancs. Cavalier D2 est normal. Et logiquement, jouer cavalier G4. Là, rien de neuf au soleil pour vous. Dame E1, cavalier prend E3 et dame prend E3. Comment est-ce qu'on joue cette position? Là, je vous rappelle la règle. J'ai un fou de case noire, l'adversaire n'en a pas. Donc, il va falloir que je pense à ouvrir les cases noires. Et là encore, il y a d'autres éléments dans la position. Alors, le roc, je ne sais pas trop où roquer. En plus, j'ai un pion H4 et on peut laisser son roi au centre si les colonnes ne sont pas ouvertes. Donc, comme j'ai mon roi au centre aussi, il y a une indication. Et ça, je vous invite à regarder les vidéos sur les plans. La sécurité du roi, c'est le thème numéro 1 en matière de stratégie. Pour sécuriser un roi qui ne peut pas facilement roquer, j'ai ni envie de roquer du grand côté ni du petit, donc je peux le laisser souple au milieu. Mais là, petite astuce pour vous, l'échange de dames. Et c'est une sorte de petite tactique parce que dans un certain sens, je mets une sorte d'enfilade ou de clouage sur la dame E3. L'adversaire ne peut plus refuser l'échange. Il pouvait, s'il le souhaitait, faire dame prend C5, D prend C5. Et là, j'ai la paire de fous dans une structure assez symétrique
dans cette position, une majorité, un aile dame plutôt qui est assez avancé. Je ne parle pas de majorité parce qu'il y a 3 contre 3, mais en tout cas, j'ai plus d'espace à l'aile dame, ça c'est factuel. Et dans cette position, bah, je trouve que j'ai une position très intéressante puisque je vais pouvoir tenter le E5 qui percerait sur les cases noires. Là encore, ça serait une bonne démonstration. Ce n'est pas ce qui s'est passé dans la partie, mais en tout cas, c'est l'idée d'une position comme celle-là. Jouer sur case noire, ouvrir les cases noires avec les deux leviers sur case noire que sont E5 et B4. Je rappelle que des leviers, ce sont des percées de pions. Mettre les pions en tension pour ouvrir une couleur, ouvrir le spectre du fou de case noire puisque mon adversaire ici n'en a pas. C'est pas ce qui s'est passé dans la partie. Il y a eu le simple tour E1. Sur tour E1, on aurait pu attendre avec les noirs, mais j'ai décidé de prendre directement en E3 avec une séquence très spécifique. Et là, je vous demande de trouver les meilleurs coups. N'hésitez pas de temps en temps à mettre pause. Là, peut-être une petite pause de 2 minutes. Et là, vous devez normalement assez facilement trouver les coups candidats avec les noirs. Je pense qu'il y en a, allez, 3. Il y en a 2 qui me paraissent évidents. C'est les coups B4 et E5. Ce sont les coups B4 et E5. Et on pouvait aussi trouver le coup fou H6 qui travaille aussi sur noir. Bref, pour moi, c'est l'urgence d'améliorer mes pièces. Et comme j'ai un fou distinctif de couleur noire, j'ai déjà parlé, hein, bah, j'ouvre les cases noires, c'est logique. Pour l'instant, si je devais jouer un coup avec une tour, pour ceux qui ont proposé les coups de tour, peut-être tour C8, ok. Tour C8, ça va, c'est un bon coup. Tour C8, ça amène la tour sur une colonne semi-ouverte qui peut s'ouvrir peut-être avec un levier B4. Mais je trouve qu'il y a plus urgent. Et j'ai mis directement le feu sur case noire avec B4. Si vous avez joué E5 chez vous, c'était bon aussi. J'avais prévu le coup de mon adversaire qui a décidé d'essayer de fermer les cases noires. Plutôt intelligent d'apparence ce coup-là. Donc là, petit réflexe de mon côté avec B prend C3 qui attaque le cavalier D2 et du coup, j'isole le pion C sur une colonne semi-ouverte. Je vais pouvoir lui taper dessus. Et dans la foulée, D prend E5. Pourquoi D prend E5 ? S'il reprend, j'ai envie de dire bêtement, malheureusement, c'est le coup que mon adversaire a joué. Mais c'est vrai que ce n'était pas un coup malin puisqu'il a enterré ces 2 tours et il m'ouvre une perspective sur case noire. On en reparlera. Dans cette position, je m'attendais plutôt à un coup comme cavalier C4 parce qu'il est pour moi difficile, voire impossible d'ailleurs, de prendre un F4 à cause de tour prend E7. Ça, tout le monde le voit. Il reste actif. Et du coup, sur un coup comme petit roc qui menace maintenant de prendre en F4 parce que la prise en E7, c'est pas sur échec, c'est beaucoup moins grave pour mon roi. Dans cette position, sur petit roc, peut-être prendre du cavalier en E5 ou du pion. Mais en tout cas, il y aura moins de perspectives sur case noire. En tout cas, il n'y aura pas le fou H6 très dangereux que j'ai pu jouer dans la partie. Voilà. Donc, dans cette situation, mon adversaire fait le maladroit F prend E5. Fou H6 a été joué, j'en ai parlé. Et tour E2. Donc là, on a vu la séquence, une fois que tactiquement je pique à l'adversaire sa paire de fous, son fou de case noire, bah, stratégiquement, je commence à mettre en place autour du fil rouge de m'approprier les cases noires, tout en essayant d'être concentré sur les critères de stratégie qui sont sécurité du roi, activité des pièces et même structure de pion. Tout ça se met en place. Et là, jusqu'à présent, donc j'ai fait une séquence stratégique et j'ai obtenu des pions isolés chez l'adversaire, un fou de case noire qui rayonne, mon fou qui est sympa, et mon roi qui était peut-être en difficulté si les dames étaient restées présentes, si il avait été ouvert avec les dames en présence sur l'échiquier. Bah là, les dames ont disparu et la colonne a été fermée. Du coup, tout se passe bien. Ici, encore une petite pause de 2 minutes pour vous. Et là, vous devez me donner le bon coup à jouer. Alors, il y en avait 2. J'ai choisi le coup le plus esthétique. J'ai choisi le grand roc. Et j'espère que vous l'avez trouvé à la maison. Tour D8 était très fort aussi, mais grand roc est encore mieux. Ça protège le fou B7. Alors, grand roc, ça ne se ferait pas avec les dames sur l'échiquier puisque je n'ai plus de pions devant moi. Mais dans ce qu'on appelle une pré-finale, elle est 3-4 pièces. Une finale, on va considérer qu'il reste 2 pièces dans chaque camp. Dans cette pré-finale, on a le droit de laisser le roi au centre. Il y a beaucoup moins de risques. Les pièces ne peuvent pas venir à la fête sur mon roi. En plus, la colonne C est bouchée. Vraiment, zéro problème. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est l'œil tactique qui tourne toujours. Ceux qui ont choisi un coup d'amélioration, peut-être aller un petit roc, ça ne va pas. Ici, il y avait une opportunité, un fou non protégé, un cavalier attaqué sur la même colonne, et grand roc vient directement sanctionner l'adversaire
et c'est maintenant perdu. Il y a la perte soit d'une pièce si le fou bouge, soit d'une qualité si mon adversaire joue tour E3. Et là maintenant, on profite de la qualité d'avance pour gagner cette partie. Là, j'ai amélioré constamment toutes mes pièces et j'ai fait mal à l'adversaire. Là, je montre la fin du film. Mais bon, on voit que le roi est roué de coups. Et du coup, petit à petit, je profite de mon avantage. Attention, là, je menace mat. C'est pour ça que je n'ai pas repris en B7 directement. Et là, j'ai simplifié la position. Voilà, anti-jeu. Et là, j'ai X pion de plus et c'est gagnant. Voilà, on en a fini pour cette vidéo. Alors, cette vidéo, je récapitule, elle sert à obtenir la réflexion double sens et la tactique et la stratégie en même temps. J'ai fait des vidéos, j'arrête pas, sur ces deux sujets avec des petits thèmes. Mais avoir cette réflexion double sens va vous permettre de devenir un joueur d'échecs confirmé. Je sais que c'est pas évident. Il ne faut pas être égoïste et penser qu'à soi. Il faut avoir la réflexion double sens, l'adversaire et moi-même. Il faut aussi, chez vous et chez l'adversaire, avoir la réflexion tactique et stratégique qui marchent ensemble. Je sais que c'est pas évident. C'est la pratique qui vous aidera sur ce sujet-là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Il y en aura d'autres. Comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à mettre les commentaires, apprécier avec un petit pouce bleu cette vidéo et vous abonner si vous ne voulez rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt sur YouTube et peut-être sur Twitch si l'envie vous en prend. Allez, à ciao ciao, bye bye.